12 décembre 1973, 10 heures du matin. Avec une lentille 300 mm, nous effectuons un panoramique sur la baie de cette île. Exactement au même moment, dans l'automobile, nous enregistrons le bulletin de nouvelles de CBGA à Matane. Au Vietnam, au sud du Vietnam, les forces communistes appuyées par des blindés et de violents barrages d'artillerie ont lancé ce matin une douzaine d'attaques dans la province de Quang Duc, à environ 90 000 au nord-est de Saigon, non loin de la frontière cambodgienne. Des rapports militaires indiquant que le Viet Cong a pris partiellement le contrôle d'un chef-lieu de district, la petite localité de Quang Duc, et qu'il menace maintenant la capitale provinciale. On indique que d'importants combats ont fait place aux attaques qui étaient peut-être le prélude à une offensive générale communiste. Les unités nord-vietnamiennes et celles du Front National de Libération avaient attaqué pour la première fois dans la province de Quang Duc il y a exactement un mois. Tandis que Saigon accuse les forces nord-vietnamiennes d'avoir repris l'offensive à proximité de la frontière cambodgienne, Hanoï, elle, dénonce des violations de son espace aérien par des appareils américains et des bombardements dans des zones occupées par le Viet Cong. La Fédération des travailleurs du Québec n'est pas prête à fonder un parti politique, malgré l'appel du président de la FTQ, M. Laberge, lancé à l'ouverture du congrès de la FTQ hier matin. National et international. De CBGA, réseau régional, voici les nouvelles. Selon le député de Manicouagan aux communes, M. Gustave Blouin, le chef du conseil de la bande indienne de cette île, M. Daniel Vachon, est dans l'erreur la plus totale lorsqu'il accuse le ministère des Affaires indiennes et le ministre Jean Chrétien d'avoir entravé la réalisation d'un projet de développement commercial et domiciliaire de 27 millions de dollars sur le territoire de la réserve de cette île. Selon M. Blouin, le ministère reconsidère actuellement le bail qui avait été signé par une firme de Montréal pour développer ce projet, bail qui ne serait pas totalement favorable aux Indiens. M. Blouin a affirmé que cette situation entraînerait un délai, mais qu'il n'a jamais été question que le projet soit abandonné. Enfin, disons que la nouvelle structure administrative du secteur de cette île à l'Hydro-Québec devrait être implantée d'ici la fin de décembre. La création de ce nouveau secteur est due au volume actuel de travail, au développement connu et à la croissance économique accélérée de ce territoire. Cette structure nouvelle comporte la création de 4 nouveaux postes et la transformation de 4 autres postes. Une fois cette structure mise en place, elle permettra de répondre aux besoins jusqu'en 85 sans faire de modifications majeures. C'était, mesdames, messieurs, depuis Matane, les nouvelles régionales, Marc Charette au microphone. Autrefois, il y a très longtemps, où la réserve commençait-elle? Autrefois, avant que ce soit fermé là-bas où se trouve le garage, et jusqu'au magasin de Gratien Bélanger, il y avait des maisons bâties, des maisons d'Indiens, et jusqu'à la pointe de sable, là où les bateaux sont ancrés. Partout, l'Indien pouvait se bâtir. Oui, ça c'est la longueur. Et dans l'autre sens, jusqu'où? Bien, jusqu'à la rive. Jusqu'à la rive, il y avait des maisons d'Indiens. Et puis, du côté du bois, et par là. Ils étaient maîtres, jusque par ici. Tu sais, l'Indien était maître de tout ça, disons. Il était maître de tout ça, l'Indien. Tout ça était une terre indienne. Les montagnais, qui se nomment eux-mêmes Inuits, mais que les missionnaires, administrateurs coloniaux et universitaires ont toujours désigné sous le nom de montagnais, nom qui par la suite s'est imposé, occupaient au XVIIe siècle ce territoire. Et jusqu'au début du XXe siècle, ces mêmes Indiens circulaient librement sur un territoire qui allait de Tadoussac à Blanc-Sablon et s'étendait à l'intérieur sur des centaines de kilomètres. C'est ainsi que vers le début de juin, on les voyait descendre le long des rivières pour rencontrer le saumon qui montait, ramasser sur les îles des œufs de goéland et autres oiseaux aquatiques. Donc, sur cette côte, c'est principalement dans ces lieux que les traiteurs installèrent leurs magasins et les missionnaires, souvent subventionnés par la Hudson's Bay Company, leurs églises, leurs chapelles. C'est ainsi qu'à cette île dont on voit le plan actuel, le père Arnaud, le célèbre missionnaire, fit ériger une chapelle en 1848, à proximité bien entendu du comptoir à fourrure de la Hudson's Bay Company. S'y ajoutèrent d'autres magasins, tels celui de la compagnie Révillon et Frères, et ceux de quelques traiteurs indépendants.
À partir de 1906, le gouvernement fédéral a résolu d'appliquer effectivement à cette île la tutelle exclusive qui lui avait été confiée en 1867 par la Constitution canadienne, l'acte de l'Amérique du Nord britannique. C'est ainsi qu'en mars 1906, le ministre des Terres et Forêts du Québec recommandait d'accéder à une requête du département des Affaires des Sauvages à Ottawa relative à une réserve de terrain pour les sauvages dans le canton Letellier, aux 7 îles, comté de Saguenay. Le représentant des sauvages, le père Boyer, oblat de Marie Immaculée, ainsi que M. Paul Bloin, représentant du département des Terres et Forêts du Québec, s'étaient entendus sur le choix d'un terrain d'une superficie totale de 91 acres, comprenant les lots suivants du canton Letellier. Le lot 5-2 du premier rang, ainsi que les lots 25 à 35, 52 à 62, 111 à 121, 138 à 148 et 492 du deuxième rang. Le choix avait été ratifié par le département des Affaires des Sauvages à Ottawa dans une lettre du 23 décembre 1905. En conséquence, cette réserve comprenait une bonne partie du territoire actuel de la ville de cette île. Mais dans les années qui suivirent, des Blancs se construisirent des maisons sur cette réserve indienne. Les montagnais réagirent rapidement et firent plusieurs représentations auprès de leur tuteur, le gouvernement fédéral, qui par la suite fit des représentations auprès du gouvernement de la province de Québec. La solution possible, juste et normale, aurait consisté à déplacer les intrus blancs hors de la réserve. On fit exactement le contraire. Le 24 août 1925, pour permettre à ces intrus de régulariser leur situation en obtenant un titre clair de propriété, et pour permettre à d'autres blancs de s'installer dans ces lieux, le comité du conseil privé du gouvernement fédéral remettait à la province de Québec la quasi-totalité de la réserve acquise en 1906, soit les lots 25 à 35, 52 à 62, 111 à 121, 138 à 148 et 492, en échange de quoi le gouvernement fédéral recevait du gouvernement du Québec un terrain excentrique coupé de ce qui restait de la réserve, soit les lots F1, G et I du rang 1 et les lots 489 et H du rang 2 du même canton de Letellier. Il peut paraître surprenant que cette nouvelle portion de réserve soit plus grande que celle échangée. Mais sur une carte de 1903, donc précédant de 3 ans la première requête du département des Affaires des Sauvages, on s'aperçut que ce terrain, qui entourait un très vieux poste de la Hudson's Bay Company, ainsi qu'un cimetière montagnais, est identifié comme réserve des sauvages, et cela peut être à l'insu des montagnais eux-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, depuis que le Canadien français est arrivé, à force de se chamailler avec l'Indien, il se chamaillait avec l'Indien. Les Blancs étaient fatigués de nous réclamer des taxes à payer. C'est alors que le gouvernement s'est fâché et il a acheté ça. Ça a commencé ici, là, et de la maison d'Alexis Chiasson, pour que le Canadien français n'entre pas de boissons ici, sur la réserve. Et ils ont tout clôturé ça, ici, là, et ici aussi. Il y avait des écriteaux disant comme c'était illégal d'y pénétrer. Ce dont parle Marcel Jourdain nécessite quelques explications pour ceux qui ne seraient pas au courant de l'histoire de cette île. En 1925, après que le gouvernement fédéral eut rétrocédé au gouvernement du Québec les lots 25 à 35, 52 à 62, 111 à 121, 138 à 148 et 492, les Indiens ne se sentirent pas pour autant obligés de déménager. Ils continuaient d'y habiter ainsi que sur certains terrains adjacents, puisqu'ils y avaient construit des maisons, des camps et des demeures depuis déjà longtemps.
Les montagnais n'ayant jamais cédé, ni par traité ni autrement, un morceau de leur territoire ancestral, ils ne pouvaient comprendre les prétentions de propriété des Blancs. Pour les Indiens, la réserve n'avait jusqu'alors qu'un aspect positif, un terrain sur lequel les Blancs ne pouvaient pénétrer. Ce qui ne mettait pas en cause la possibilité de disposer, de jouir de l'ensemble du territoire. En 1925, faisant suite aux plaintes et aux pressions de la population blanche, les autorités déménagèrent de force ces Indiens dans le quadrilatère comprenant le lot 5-2 de la première réserve, ainsi que le lot 5-1, actuellement revendiqué par la succession du marchand de fourrure Ross. Le quadrilatère avait une superficie d'environ 6 acres, soit près de 2 hectares et demi. Il était complètement entouré d'une grille barbelée de plus de 2 mètres de hauteur, sauf à 2 endroits où se trouvaient les portes donnant sur le terrain du ministère des Affaires indiennes, dont les fonctionnaires et la Gendarmerie royale du Canada pouvaient ainsi exercer à loisir une surveillance continue sur les allées et venues des gens. La clôture de barbelés ne disparut qu'en 1951. Autrefois, les Indiens pouvaient tous demeurer ensemble. Ils pouvaient demeurer partout à la grandeur de cette île. Mais où les maisons ont-elles été abandonnées quand on a pris leurs maisons, leur donnant une réserve comme leur propriété? Ils étaient tous installés comme ça, par ici, et on les a tous amenés à l'intérieur. Et il y en avait d'autres qu'on a ramenés par ici. Ils étaient pourtant maîtres, les Indiens, et par là aussi, ils étaient maîtres. Ils avaient des biens là. Mais lorsqu'on a strictement défendu aux Blancs de rentrer là, c'est la grandeur là, et c'était arpenté comme ça. C'était un cheval qui les transportait. C'est un cheval qui traînait les maisons. C'est un cheval, disons, c'est des chevaux qui ont été engagés, comme on dit, de transporter les maisons par... Il était payé beaucoup. Il a été payé beaucoup, celui qui transportait. Et il les amenait à l'intérieur. À peine rentrés à l'intérieur, il y avait des maisons disposées comme ça. Et il les laissait là. Il dit pour leur prix qu'on leur a donné pour faire le déménagement des maisons indiennes, il dit ça valait pas la valeur puisque des fois la maison était toute crochue, comme on dit, toute croche, toute penchée. En fait, il dit c'était encore là quand les maisons étaient installées, il fallait que l'Indien, disons, répare la maison qu'on lui a déménagée. C'est vrai que c'est à partir de ce moment-là qu'on n'a plus payé de taxes pour nos maisons. Donc, on avait circonscrit le problème à l'intérieur de ce périmètre. Le ghetto indien ne mesurait qu'environ 6 acres, soit 2 hectares et demi, mais encore c'était trop. Pour les Blancs, l'Indien n'était pas encore assez invisible. En 1951, l'année de la construction du chemin de fer, les autorités essayèrent de supprimer complètement toute présence indienne à cette île. La même année, la compagnie Hollinger demanda des terrains à cette île dans la réserve indienne. En 1959, la compagnie Hollinger revient à la charge. En 1959 également, le conseil de la cité de cette île adopte une résolution ayant pour but la rétrocession d'une partie de la réserve. En 1962, M. Monahan, maire de cette île, rappelle que la ville a offert 2500 $ l'acre. Il est question d'acheter toute la réserve. En 1964, on parle d'un montant de 100 000 $ à être versé aux Indiens pour qu'ils abandonnent la réserve. Toutes les manœuvres, toutes les pressions furent employées pour les convaincre de quitter les lieux. Il fallait terroriser les Indiens et se gagner les chefs. Les services de santé furent supprimés pour les récalcitrants. Les autorités civiles et policières, ne pouvant pas y arriver seules, elles firent appel aux autorités religieuses qui ne manquèrent pas de zèle. Les résistants furent menacés d'excommunication. L'évêque désaffecta l'église et le cimetière. Le déménagement s'inscrivait dans les desseins de Dieu et de la divine providence. Mais
Revenons un peu en arrière, à l'époque qui précède la construction du chemin de fer et le développement de cette île. On respectait le blanc. Et lui, en retour, respectait l'Indien. Le blanc n'était pas détesté. On s'entendait bien. Dans les mariages indiens, avant qu'il y ait toutes sortes de gouvernements, les prêtres, les employés de la baie d'Hudson assistaient au mariage. Quand un Indien se mariait, ils mangeaient tous ensemble. Même les polices montées mangeaient. Ils mangeaient et avaient du plaisir avec les Indiens. Et c'était comme ça autrefois. Ce qui m'intéresserait de savoir, on est en 73. Et je me souviens de ce que c'était en 1951. Et je veux savoir, est-ce que tu étais seul ou s'il y avait d'autres Indiens qui te supportaient? Ils étaient 60. Comme dit ta mère, il y avait 60 familles ici qui voulaient se défendre. Mais nous ne savions pas comment. Nous manquions de tout, même de la nourriture. Mais est-ce que vous avez le papier? Laissez-moi voir le papier. C'est cette lettre que j'ai écrite pour m'informer, parce qu'on voulait me chasser d'ici. Ils nous disaient qu'on sortirait parce qu'ils allaient bulldozer nos maisons, ou on allait les brûler. Qui a écrit cette lettre? Moi. Mais attends un peu là, attends. Il y a eu une assemblée entre Indiens. On était assis comme ça. Le chef n'était pas là, les conseillers non plus, ni les fonctionnaires du gouvernement pour choisir qui était assez brave pour nous représenter, qui allait être élu, pour signer comme chef. Et c'était moi. C'est cette lettre. Les Indiens menèrent une lutte acharnée pour faire respecter un minimum de leurs droits. L'abondante correspondance que possède Marcel Jourdain en fait foi. Seul le service des affaires indiennes du ministère fédéral de la citoyenneté et de l'immigration n'a pas essayé d'intimider les Indiens. Le 22 août 1951, il leur a reconnu officiellement le droit de demeurer dans la réserve de cette île. Je voulais vous demander, vous autres qui savez, qu'est-ce qu'il faisait là-dedans, Monseigneur Labrie? Est-ce qu'il était avec les Indiens? Est-ce qu'il travaillait pour eux? Ne comprends-tu pas? Quand on veut faire du tort à quelqu'un, on se rassemble pour lui en faire plus. Lui, il est le maître de la religion, et c'est un blanc. Ce n'est pas un Indien, l'évêque, c'est un blanc. Ils étaient tous ensemble, les médecins, les policiers, les fonctionnaires, et le chef et les conseillers ont suivi. Bon, ça, c'était envoyé à M. Marcel Jourdain, évêché du Golfe Saint-Laurent, Bécomo, CPM, comté de Saguenay, province du Québec, la chancellerie, 30 décembre 1951. Mon cher monsieur, j'ai appris avec beaucoup de peine la mort de votre père. Je voudrais vous présenter des sympathies. Malheureusement, les circonstances m'obligent à vous infliger un blâme. Vous savez que seule l'autorité de l'Église a le droit de déterminer l'endroit où doivent être enterrés les corps des chrétiens. Par une ordonnance, j'ai désaffecté la vieille église et le cimetière de cette île. C'est là parce qu'ils étaient inconvenables et dangereux et que le département des affaires indiennes vous organisait un beau village avec toutes les conditions modernes d'hygiène et de bien-être. Ces jours derniers, vous avez refusé d'aller faire chanter le service de votre père à la nouvelle église et votre famille a pris sur elle de le faire enterrer sans cérémonie religieuse dans le vieux cimetière. Votre famille a fait là un acte de révolte contre l'autorité de l'Église qui est très grave et mériterait une sanction sévère. Depuis 2 ans, votre famille, qui est pourtant l'une des plus intelligentes de l'endroit, mène une campagne d'insubordination et de révolte contre le Père sans aucune raison, puisqu'on n'a jamais voulu que votre bien. Je suis au courant du problème et les lettres ne changeront pas mon attitude. J'espère, cher monsieur, que cette lettre aura pour effet de vous faire réfléchir, vous et votre famille, et de vous faire soumettre comme il convient à de bons chrétiens. C'est signé votre bien dévoué, évêque du Golfe Saint-Laurent, Monseigneur Labrie.
Bien, moi. Ouais, on est Ton oncle était à peu près là. Tu vois, c'est là qu'il a souffert de la faim. Il a souffert de la faim. Ça devait être à peu près là, par ici, par ici. Cette carte-ci n'est pas tellement bonne. Ça devait être à peu près ici qu'il a souffert de la faim. Comment s'appelle ce lac-là? Grand lac Germain. Germain, Germain. C'est à cet endroit, celui qui a souffert de la faim, ton oncle. D'ici à là, ça fait loin en hiver. Quand il est revenu du bois, laissant notre frère qui était incapable de marcher, lui, ton oncle Robert, est venu me prévenir. Il les a laissés ici. Moi, je suis vite allé voir l'employé du gouvernement. C'était tellement malveillant dans ce temps-là. Il était tellement malveillant avec nous qu'il n'a pas voulu nous croire, étant sûr qu'il était le maître. Que ce soit pour aider l'Indien ou pour le maltraiter, il ne faisait qu'à sa tête. Il ne voulait pas croire, mais l'Indien, lui, sait quoi faire quand il entend dire qu'un autre a faim. Quand un Indien a vraiment faim. Ça devait être à peu près à 90 000 d'ici. Mais il ne pouvait pas utiliser la rivière. Celle-là, il ne pouvait pas l'utiliser. C'est ici qu'il est mort de faim. Et j'ai marqué l'endroit là où il est mort de faim. Il y a une croix plantée là-bas. Il a demandé si ses enfants étaient sauvés, qu'on y plante une croix. Mon oncle avait demandé, oui, ça lui était égal de mourir, mais il voulait que sa femme et ses enfants soient sauvés, qu'on les ramène à la mer. Il voulait qu'on y place une statue de la Vierge. Encore aujourd'hui, si quelqu'un veut venir voir, la Vierge est encore là, celle qu'on a placée là. Quand tu es allé voir le fonctionnaire, est-ce que tu as eu de l'aide? Est-ce qu'il y a des Indiens qui t'ont accompagné au bureau? Ça faisait pitié. Ça faisait vraiment pitié. Veux-tu en parler? Toutes les polices montées, tous les prêtres, même si on recourait à eux, c'était comme, comment dirait-on? S'il renversait toute la parole de l'Indien, même si elle était bonne, il la renversait toute. Les vieux tremblaient ainsi. Et ça, c'est au début de la bataille, quand ils ont voulu vous faire déménager d'ici. Oui, c'est dans le temps où il avait eu faim. C'est le nombre de ses enfants. Mais il n'y avait qu'un homme pour partager le canot. Alors, à l'automne, lorsqu'il a manqué de vivres, il a voulu revenir ici. Il pleuvait. Ça fait qu'il n'y avait plus de neige. Il y avait encore un peu de glace sur les petits lacs. On ne pouvait voyager en canot, et sur les rivières non plus. On ne pouvait faire de la raquette ni du traîneau. Quand il a voulu se sauver, il n'a pas pu se sauver. Il attendait tout le temps qu'il fasse froid, qu'il neige. À force de se promener la nuit, il ne pouvait plus bouger. Il cherchait de quoi à manger. Traduis ça maintenant. Je ne pourrais te traduire. Continue à parler. Et moi, je travaillais ici, vers la mer. Moi, je n'étais pas monté dans le bois. Mais il pensait que j'allais monter dans le bois quand j'aurais fini de travailler. Mais moi, je ne montais pas dans le bois et notre camp était ici. Là, où j'ai dessiné une maison. Ma maison à moi est là où j'ai fait une marque. Ma maison à moi. La mienne était là et lui était là-bas. Par là qu'il chassait. Il ne savait plus quoi faire. Il avait déjà faim. Il tombait. Il ne pouvait plus se relever. Là où est sa maison, c'est autour seulement qu'il pouvait chasser, je pense. Tu sais. Et là, cette maison n'avait plus servi depuis 2 ans. Tout était sec.
Alors, il arrivait là, mais pas là où il voulait se rendre. Il est tombé là, dans la forêt. Dans la forêt qu'il est tombé la nuit. Cette femme-là, sa femme, quand elle a vu que son mari n'arrivait pas, elle est allée le chercher la nuit passée minuit. Elle savait que son mari était tombé. Elle est venue voir ici si j'étais là. Elle ne pouvait retourner, elle n'y arrivait pas, elle était tombée avant. Alors, elle a pris lui, l'aîné. Lui, n'est-ce pas? Lui, c'est son garçon qu'elle a pris. Il allait ramener son père la nuit qui était tombée. Il voulait se relever, il n'était plus capable de se servir de ses jambes. Quand il a essayé de se relever, il est tombé par en arrière. Alors lui a ramené son père en traîneau la nuit. Alors, ils l'ont surveillé le lendemain, ils l'ont amené ici. Il n'était plus capable de bouger. La neige était rentrée par la porte comme ça, elle avait rentré. Et le malade était couché là, il était couché là. Il avait comme oreiller une cuvette. Il y avait une cuvette, une grande, il n'y avait pas de linge. Et la chaussure, de la toile. Donne-moi un linge. Donne-moi un linge. Ils enveloppaient ça. Sa toile, une toile qui servait à couvrir leur demeure. C'était leur chaussure. Ils la déchiraient et s'enveloppaient ça. Il ne restait plus de toile pour la demeure quand ils partaient. Il ne restait plus de toile. C'est ici qu'il ne pouvait plus bouger. Il était tombé. Il était totalement incapable de bouger. Et puis nous travaillions pour lui chez le fonctionnaire là-bas, au bureau, pour qu'on aille le chercher. Moi, je savais, moi déjà. Il n'était plus capable de bouger. Mon jeune frère qui était monté dans le bois était venu avertir. Il était monté dans le bois avec son jeune frère. C'était lui qui était venu porter le message. Il n'avait pas d'enfant, lui, Robert. Il a dit, mon frère aîné ne peut plus bouger. Il a pris ce chemin, n'importe lequel. Lui n'avait pas d'enfant. Il passait par les montagnes la nuit avec sa femme. Alors, il est arrivé et l'autre n'était plus capable de bouger. Il l'avait laissé là. C'est là qu'il était tombé, au large, là. Il a entendu ses oreilles qui bourdonnaient et ça faisait de même. Et il est tombé sur la glace. Il avait peur de ne pas atteindre là où il se dirigeait, marchant sur la glace par là-bas. Ça faisait de même, dans ses oreilles. Son cœur battait à peine et il est tombé. Alors il s'est traîné jusque-là, la nuit, et la même nuit, sa femme l'a trouvé là. Ça fait que je suis allée le chercher, je travaillais. Il n'y avait pas de neige, c'était comme ici. Et je suis allée là où je travaillais à l'aéroport pour qu'un avion puisse aller le chercher. Et ils y ont travaillé toute la nuit. Le gouvernement, au moins là, nous a aidés. Ils ont mis à l'avion des pieds. Alors, ce matin, je suis montée dans le bois. Là, on a atterri là. Je suis entrée, il y avait un autre Indien. Lui, il avait déjà vu un Indien qui avait faim. Alors il me dit, ne rentre pas soudainement, tu vas ressentir quelque chose. Tu vas ressentir quelque chose quand tu vas rentrer. Quand tu vas voir quelqu'un qui a faim, ton jeune frère. Non, je vais rentrer, ça ne me fait rien. Je suis assez fort pour le voir. C'est impossible que quelqu'un croie ça. Il dit j'ai vraiment le sang-froid pour dire une personne qui a vraiment le sang-froid. Mais il dit je pleure parce que il dit puisque c'était mon frère puis c'est moi qui est allé le sauver. Il y avait par contre il y avait d'autres personnes qui auraient pu les sauver, disons comme on avait fait appel au ministère des Affaires indiennes, aux médecins qui travaillaient pour les Indiens. En fait, il y avait quelque chose pour sauver vraiment l'Indien qui était en misère dans le bois. J'avais aucune force. Il dit, j'avais essayé, il dit,
de marcher à pied, puis en canot, puis c'était un automne. Il était pas bon pour aller en canot, et puis il était pas bon pour marcher à pied. Et puis là... Il dit, j'ai fait appel au ministère des Affaires indiennes. En fait, quand j'ai vu que c'était impossible... oui. Il dit, si j'aurais pas été les voir, il dit, pour les sauver, il dit, toutes ces personnes que vous voyez sur la photo, il dit, ça aurait été toutes mortes. Il dit, il y aurait personne qui aurait survécu, qui aurait... Ça, c'était une question de politique, en fait, si ça s'est produit comme ça, parce qu'il y a eu plusieurs problèmes, si vous connaissez un peu l'histoire, en 52. C'est en fait là que ça a commencé à avoir des troubles comme ça. Les Indiens ils étaient obligés d'aller rester dans la nouvelle réserve qui se trouve à 8000 d'ici. Et puis, disons, les fonctionnaires, tous les polices montées, puis tout ça, ben, ils les obligeaient à laisser leur réserve ici, puis s'installer, à suivre d'autres Indiens qui acceptaient les conditions du gouvernement. Moi, je m'en souviens, je pense que j'avais 10 ans, 9 ans. Il y avait des polices montées, la gendarmerie royale, c'est ça, qui venaient frapper dans les maisons à 10h ou à 2h du matin pour dire aux Indiens c'est le temps de déménager, vous avez des belles maisons à Maliotenam, à telle heure, puis tout ça. Mais là, nos parents, ils en discutaient, puis tout ça. Ils en discutaient le problème des maisons, puis tout ça. Ils disaient, on n'est pas intéressé de déménager à Maliotenam, on veut rester ici. C'est ici que le gouvernement nous a donné le morceau de terrain pour rester ici à cette île. On n'a pas l'intention de déménager encore dans une autre réserve, de faire une autre réserve. On est bien ici. Mais je pense que la question de la peur, il y avait beaucoup de vieux, des vieux qui ont décidé de déménager. C'est pas la question qu'ils ont aimé ça de déménager à Maliotenam, mais c'est la question de la peur que les policiers ont faite, puis les autres, les gens qui travaillaient pour nous autres. Maintenant, moi, je m'en souviens aussi qu'il y avait un enterrement, c'est ça qu'on dit en français? Un enterrement à 2h du matin. Parce que la nuit, c'est ça, la nuit. En cachette le plus possible. Il y avait 2 polices montées de chaque côté de l'église. L'entrée de l'église, là, il y avait 2 polices montées qui renfermaient une vieille de 86 ans en plein mois d'octobre à l'église. Puis la vieille, elle voulait, la dame âgée, là, l'indienne, elle voulait garder le chose qu'elle avait payé. C'était son mari qui avait payé soit le calice qu'on appelle. Oui. Puis il voulait garder ça. Il voulait pas que les missionnaires au bloc déménagent ça à Maliotenam. Il voulait que elle, ça appartenait à cette île. Il voulait qu'elle soit gardée ici, dans sa vieille chapelle. En fait, c'était un manque de sécurité qu'on avait puisqu'on voulait pas déménager. Disons que on était privés de soins, disons, quand on était malade, on n'avait pas le droit aux soins, ou bien soit qu'on était maltraité quand on en avait quand même. Pour ce qui est des, disons si on parle aujourd'hui, c'est pas pour nuire directement aux curés. Nous sommes très contents, en fait, d'avoir les curés maintenant, puis d'avoir l'église, et puis tout ça, d'avoir les gardes malades. Mais c'était pour dire comment est-ce que ça s'était passé, comment est-ce qu'on a eu de la misère par le fait même que c'était une question de politique. Ça, moi, je doute pas du tout que c'est à cause encore... peut-être quand ils ont découvert la mine du chemin de fer, là, je crois que c'était plutôt rapport à ça. Et puis, la compagnie voulait avoir peut-être le terrain, il fallait déménager les Indiens, il fallait absolument les déplacer pour que lui s'installe plus librement dans le terrain, disons, où il pouvait faire sa richesse personnelle.